Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Maurice, Maurice, est-ce que tu pourrais juste quelques heures me foutre la paix? Libère mon oxygène, sinon je vais dévisser. Maurice, Maurice, ferme ta gueule s'il te plaît. Maurice occupe désormais la majeure partie de mon cerveau. J'y pense H24. Je lui parle, beaucoup. Pourtant, tout ce que je sais de lui, c'est ce que mes parents ont bien voulu me raconter et ce que j'ai lu dans les journaux qui ont parlé de sa mort. Alors pour vous, qui n'êtes pas un intime de la famille Régent, je vous rappelle que Maurice, mon grand-père paternel, a été retrouvé assassiné dans la cave de son étude de notaire, rue Saint-Fiacre, dans le 2e arrondissement de Paris, le 4 juin 1980. Le seul homme soupçonné dans cette affaire, son comptable Jean Mawem, a écopé de 18 ans de prison. Mais pas pour assassinat, pour complicité d'assassinat. Qui a tué Maurice ? Une enquête de Louise Régent. Réalisée par Arnaud Forest. Épisode 4. Quand il est difficile de parler des morts. Tout ce que je sais de Maurice, c'est ce que vous savez aussi. C'était un homme accro à son travail, strict avec ses employés, adepte de mondanité. Que ce n'était pas franchement un papa poule et qu'il avait une maîtresse. C'est un peu mince pour faire un portrait objectif. Alors, j'ai demandé à mon oncle, Alain... Je te rappelle que ça fait 1 an que tu m'as dit que t'arrivais au mois de mars, donc... à mon père... Toi, tu racontes que des bêtises. À Martine, l'ex-femme de Jean-François... Et puis je parle pas très fort, paraît-il. Écoute, ça va. Mais aussi à ma mère... Ah oui, mais tu me poses des questions, parce que je pourrais te dire. De me dire ce qu'il retenait de lui. C'était un petit monsieur. Mais il était rablé quand même, il était... Un peu le crâne un peu dégarni. Je pense qu'il y avait de la prestance. Avec des lunettes, avec un regard un peu assez perçant. Toujours nickel-chrome. Comme dirait ma mère, il était Beau, non. demandeur et volage. Il a toujours été extrêmement gentil avec moi. Tous les gens qui le côtoyaient disaient qu'il avait beaucoup d'humour. Sinon, il aimait les bons restaurants. La chasse et la musique. La musique. La musique classique. Aucun souvenir de caractère difficile, de crise, d'engueulade. Vous n'avez pas l'impression de vous foutre un peu de moi, là, non ? C'est compliqué, hein, de parler des morts. De dire ce que l'on pense vraiment d'eux, sans que l'on vous accuse de salir leur mémoire. La mort lave plus blanc, c'est bien connu. Alors que Maurice, lui, finalement, il s'en fout maintenant. Dire qu'il était aussi... On peut pas dire bienveillant. Apparence froide. Très sérieux, très sérieux. Ah oui, ça... Autoritaire. C'était pas quelqu'un de très gai. C'est pas quelqu'un qui démontrait quelque chose. Eh bien moi, je trouve ça bien. Plus honnête. C'est difficile de partager quelque chose avec lui, c'est difficile. Attends. Si, on a fait un peu... Quand j'étais plus petit, on faisait du bateau. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris à faire du bateau, quoi. Mon père possède très peu de souvenirs de son enfance. Tu vois ça, le jardin d'enfant. Un jardin d'enfants. Les seuls qu'il a, entassés dans une armoire de son bureau, ce sont des bulletins de notes. 56 tas... J'ai 29 ans, j'ai pas 5 ans. J'ai pas encore 5 ans. Là, j'ai pris de promptitude, pris de bonne humeur. Des appréciations de ses profs, Ça, pareil, notamment quand il était en pension, dès l'âge de 8 ans, jusqu'à ses 15 ans. Alors là, j'avais prix de présentation des devoirs. Attends, ça c'est 56-57, c'est pareil, t'as 5 ans. J'ai 5 ans. Prix de présentation. Présentation des devoirs. Premier prix d'excellence, premier prix de lecture, premier prix d'orthographe, premier prix de copie, premier prix de calcul. Mais t'as 5 ans, donc Oui. Lecture, orthographe, Ah, calcul. mais à ce moment-là, on lisait, on était beaucoup plus avancé qu'à l'époque. Et avec tout ça, tes parents, ils te faisaient pas un gros câlin en disant qu'ils étaient très fiers de toi? Alors tu vois, là, ça c'était en... Tu réponds pas. Non, mais je sais plus. Alors 56-57. Aucun encouragement.
pas de souvenirs tendres. Un père distant, froid, élevé chez les jésuites, donc avec des règles de discipline très strictes. On ne peut pas dire que chez les régents, on se serrait vraiment les coudes. Tu rentres toutes les 3 semaines, voire 1 mois, voire 3 mois parce que tu as été collé. Parce qu'évidemment, j'étais collé souvent. J'étais collé pour indiscipline. L'enfance de mon père a été très solitaire. Donc la famille, t'avais pas de famille. Quand tu rentrais à la maison, t'étais un étranger. Et pof, tu rentrais pendant 2 jours, et puis quand t'es pendant 2 jours, ben, le dimanche soir, tu te collais de reprendre le train pour aller au Mans. Voilà. Quand t'avais 11 ans, tu reprenais le train tout seul pour aller au Mans. Et puis de la gare du Mans, t'allais à pied, de la gare du Mans au collège, tu vois. Donc c'est ça dont je me souviens. Très solitaire et marqué par la violence. Il te tapait dessus, Maurice? À la ceinture, oui. Il vous donnait des coups de ceinture? Ouais. Non, mais ça, à l'époque, c'était courant, ça. C'était pas normal. On n'allait pas alerter le juge des enfants, la police, les CRS, les pompiers, parce que on recevait un coup de ceinture. Hein? Donc voilà. C'était l'époque, c'était comme ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de lui en vouloir, moi, à Maurice, d'avoir abîmé le petit garçon qui deviendrait mon père. Du coup, ça me dérange beaucoup moins de l'imaginer en notaire ripou, du genre à tremper dans des histoires louches. Je suis retournée voir Sébastien pour qu'il me parle de l'étude. Sébastien, mon cousin notaire, celui qui a hérité de l'étude de Maurice quand son père Jean-François est parti à la retraite. C'était une assez grosse étude qui travaillait beaucoup avec des banques, notamment à l'époque le CCF, qui était devenu HSBC ensuite. C'était un des clients principaux de Maurice qui les tenait fermement. Il y avait quelques autres banques, il y avait déjà, je crois, à l'époque des compagnies d'assurance, et après il y avait beaucoup de familles, notamment qui venaient de la banque. C'était beaucoup des clients qui nous étaient envoyés par la banque. Alors, quand tu dis qu'il les tenait fermement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, le CCF et l'étude Régent étaient vraiment liés et que Maurice passait beaucoup de temps au siège de la banque pour suivre les affaires, s'assurer que tous les dossiers qui concernaient l'immobilier n'étaient pas transférés à des confrères. Et on était vraiment le notaire officiel de la banque et il tenait à ce qu'on le reste et qu'il n'y en ait pas d'autres. Et tu crois qu'il essayait de les intimider, qu'il les menaçait? Alors, je ne sais pas s'il les menaçait, mais il avait un caractère qui n'était pas facile. Et oui, il avait des relations assez fermes avec eux, on va dire. Et quand il apprenait qu'un dossier d'immobilier nous échappait, il partait au siège pour savoir ce qui se passait. Mais on m'a raconté que quand il débarquait au siège, tout le monde se cachait sous son bureau parce que ça pouvait crier très fort. Ah, c'était quelqu'un qui criait très fort, quoi. A priori, c'était un caractère assez affirmé, oui. Même à l'étude, je crois que ça pouvait. Il était assez. Je pense qu'il était assez paternaliste. Il faisait des garden parties avec les salariés de l'étude. On avait retrouvé des photos. Je crois qu'il encadrait, il appréciait beaucoup son personnel. Mais en contrepartie, il était exigeant et il n'avait pas un caractère facile. C'était un caractère fort. C'était un patron qui valait mieux écouter. Et est-ce que tu penses que ça peut être crédible comme scénario que l'assassinat de Maurice, ça soit un règlement de compte d'un client, je sais pas, est-ce qu'il pouvait traîner dans les affaires louches, ces histoires de banque, tu vois, des dossiers qui puent un peu? Maurice, justement, était quelqu'un de très carré. Et moi, quand j'ai récupéré l'étude, comme je laissais absolument rien passer, on n'avait aucun client un peu louche, on évitait tout ce qui était marchand de biens, tout ce qui était promoteur, non pas parce qu'on ne pouvait pas en avoir, mais parce que les notaires de l'époque considéraient que c'était des nids à problème et qu'ils ne voulaient pas traîner avec eux, ou traiter avec eux. Donc non, je ne pense pas que Maurice avait des casseroles. J'ai jamais vu un dossier qui datait de l'époque de Maurice qui aurait été problématique au niveau légal, au niveau financier. Et j'ai jamais entendu parler de clients particulièrement louches ou assez énervés pour provoquer son assassinat. Maurice avait une vie sociale très remplie. Beaucoup de dîners, de fêtes, des soirées où devaient se retrouver les notables parisiens. Plutôt tendance gaulliste, évidemment.
Ma mère m'a souvent dit que c'était un proche de Michel Debré, ministre sous De Gaulle, puis sous Pompidou. Paris, dans les années 80. Valéry Giscard d'Estaing est à l'Élysée. Un septennat marqué par la mort violente de 3 ministres ou anciens ministres. Jean de Breuil, assassiné sur un trottoir du 17e arrondissement le 24 décembre 1976. Robert Boulin, le ministre du Travail, qui se serait suicidé en 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet. Et puis enfin, Joseph Fontanet, exécuté d'une balle dans la nuque en février 1980 au pied de son immeuble du 16e arrondissement. On se parle? On peut se parler? On peut se parler? On peut se parler. Bon, donc voilà le jardin de la maison qui entoure la maison. À cette époque, Olivier Foll travaille au 36 quai des Orfèvres. Il est commissaire principal à la brigade criminelle depuis 1 an. Et le jardin a une particularité qui est sympa, par exemple nous on aime bien, c'est qu'il est mitoyen de la cour d'école. Aujourd'hui, il est à la retraite. C'est-à-dire qu'au moment des récréations, on entend tous les enfants qui crient, qui jouent, et tous les ballons finissent ici. Il a changé d'activité. 3 jours, j'en ai renvoyé, parce que j'en renvoie pas tout de suite, j'en ai renvoyé 15. Mais l'ambiance de Paris, dans ces années-là, il n'a pas oublié. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu les années 80 à Paris, quand on est policier? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi les grosses affaires? Justement, c'est quoi un petit peu d'être flic à ce moment-là? Alors, l'ambiance à l'époque, il y a du banditisme, des braquages de banques, des braquages de fourgons blindés, des casses chez les particuliers haut de gamme. Il y a des crimes en tout genre. Il y a des crimes crapuleux. Il n'y a pas de règlement de compte comme on peut en voir aujourd'hui dans les cités. La drogue, elle a commencé en 1974 en France avec des laboratoires à Marseille. Là, ça a commencé à croître et embellir. À partir de 1984, quand j'étais à la brigade des stupéfiants, il y avait un vrai trafic. Mais à Paris, on connaissait encore à peu près tous les toxicomanes. C'est pas du tout le même genre de banditisme, celui d'aujourd'hui et celui des années 80. On a connu une très grande période d'attentats à l'époque, soit par les islamistes, en l'occurrence pour Copernic et le restaurant Goldenberg. Copernic, c'est l'attentat de la rue Copernic, le 3 octobre 1980. Une bombe contre une synagogue qui fait 4 morts. Et le restaurant Joe Goldenberg, c'est l'attentat de la rue des Rosiers, le 9 août 1982. Bilan, 6 morts et 22 blessés. Soit par Ruyant et Ménigon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un couple qui ont enlevé des chefs d'entreprise, Bess, qui ont enlevé Audran, enfin des grands chefs d'entreprise français, pour obtenir des rançons, mais qui étaient politiquement engagés complètement à l'extrême gauche. La raison pour laquelle je me retrouve à interviewer Olivier Foll, chez lui, c'est qu'à l'été 1980, c'est lui qui est saisi par la juge d'instruction pour enquêter sur l'assassinat de Maurice. Il en sait forcément long sur mon affaire. Donc là, c'est le bar que vous avez vu. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? En tout cas, j'espère. Un Schweppes, une bière... Une bière, c'est un couteau. Pour moi. Un coca. Et alors du coup, vous avez enquêté sur la mort de Maurice. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, je m'en souviens, oui, mais pas énormément, parce que pour une raison que je ne m'explique pas et dont je ne me souviens pas, je ne suis pas allé sur place. Alors, je me souviens de cette affaire-là, je me souviens même très bien que, puis cette histoire du notaire de la rue Saint-Fiacre, ça faisait vraiment policier au départ, c'est triste à dire, mais enfin, parce que en plus c'est votre grand-père, mais les soupçons se sont portés rapidement sur Noën, qui a été arrêté, qui a toujours nié en fait, et pourtant il démontrait qu'il l'avait suivi, et il a été déféré à la justice. Le juge n'a pas pu le faire avouer non plus par la suite. Et il a été néanmoins déféré aux assises. Donc je n'ai pas le résultat pour ne rien vous cacher. Je pense qu'il va me falloir un peu plus qu'une bière pour avaler ma déception. Olivier Foll, commissaire principal au 36 quai des Orfèvres, chef adjoint à la brigade criminelle,
saisi le 18 juin par la juge d'instruction Martine Anzani dans l'affaire du meurtre de Maurice Régent, ne s'est pas rendu sur les lieux du crime et ne s'est pas occupé de l'enquête. Le commissaire Foll ne sait donc quasiment rien de l'affaire de Maurice. À sa décharge, il a dû en traiter un paquet des dossiers comme celui-là, voire même bien plus sanglants. Ce qui lui confère une certaine expertise. Est-ce que ça aurait pu être un crime crapuleux, par exemple? Ah ben, à mon avis, comme c'est dans l'étude, je ne pense pas. Si ça avait été chez lui, à la limite, ou dans la rue, à la limite, là, oui, tout aurait pu être envisagé. En tout cas, il était proche, a priori, il était proche de la famille Debré. Oui. Est-ce qu'il était notaire d'une très grosse banque? Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a eu un règlement de compte, hein? C'est parce que est-ce que ça aurait pu être l'ambiance de Paris de ces années-là? Ah, franchement, enfin, dans ce domaine-là, non. Alors, il y a eu des enlèvements, comme le baron Empin, comme des gens comme ça, pour faire chanter les familles et faire des remises de rançon, ça oui. Mais attaquer des personnalités, en plus à leur bureau quand même, non, là, j'ai pas de souvenir. Quoi? Si. Non. Je vous attends. Dehors. Les mains en l'air, les mains en l'air. Arrête, Léon, avec la table, c'est... En ce moment, à la maison, c'est un peu tendu. Allez, les mains en l'air. Allez. Je passe d'un état à l'autre. Avec hier. Allez, et les mains en l'air. C'est toutes ces questions aussi. D'ailleurs, Et ça laisse des traces autour de moi, évidemment. Vous commencez à me gonfler, hein? Tu veux bien te tenir correctement, ça te dérange pas? Fouiller dans les poubelles de la famille, ça éclabousse, ça salit. T'as mis de la glace partout! Et je me demande pourquoi je m'inflige ça. Oh, super. Bon, arrête. C'est bon. Rouvrir un vieux dossier moisi que tout le monde a oublié, alors que moi, il occupe toute ma vie depuis bientôt 3 ans. Et c'est marrant parce que quand il y a des secrets de famille, il y en a toujours un pour dire moi, cette vérité-là, je voudrais la comprendre autrement. Et ça a des conséquences et des répercussions qui sont très intéressantes. La femme que vous entendez, elle touche sa bille en vieux dossier pourri. Alors, je m'appelle Corinne Herman, je suis avocate pénaliste. Je m'occupe essentiellement d'affaires criminelles, les meurtres, les viols, disparitions de personnes, beaucoup. Et j'ai la particularité d'intervenir quasiment exclusivement pour les familles de victimes, pour reprendre des affaires qui sont en difficulté avec la justice ou pour reprendre des affaires qui sont complexes. Ces affaires non résolues, qui ont été classées sans suite par la justice, ont fait l'objet d'un non-lieu ou qui n'avancent pas. C'est ce qu'on appelle des cold cases. Si vous êtes né dans les années 80-90, comme c'est mon cas, vous avez sûrement vu au moins une fois la série télé. Sinon, je vous laisse faire vos petites recherches. Corinne Herman n'a pas vraiment la dégaine de Lily Rush, mais dans son domaine, c'est une pointure. Elle a largement contribué à la création du pôle national des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre, qu'on appelle aussi pôle cold case. Alors c'est quoi l'intérêt de travailler sur un cold case? Parce que finalement on pourrait se dire, affaire non résolue, au bout de 5, 10, 15 ans, on laisse tomber parce que de toute façon on ne trouvera pas la solution. C'est quoi l'intérêt? Lorsqu'on laisse traîner dans notre société un criminel, on est tous en danger. Ça peut nous arriver à tous que ce criminel récidive. La deuxième chose, c'est qu'on a un devoir et un besoin de justice. La famille a besoin d'avoir une réponse, les proches ont besoin d'avoir une réponse et ils ont besoin de justice. Sinon, cette absence de réponse va se répandre et va se transmettre de génération en génération, mais elle va aussi se transmettre dans les lieux. C'est-à-dire que certaines affaires vont marquer des villages. Donc en fait, une affaire non résolue peut avoir des répercussions au-delà de ce qu'on pense. On ne sait pas le mesurer, personne ne le fait, personne ne s'est intéressé à ça. Et même en termes de justice, parce qu'on n'a plus confiance dans notre justice quand on ne résout pas les affaires les plus graves. Je sais ce que vous vous dites. Dans l'affaire de l'assassinat de Maurice, un homme a été condamné. Ce n'est donc pas tout à fait un cold case. Mais pour moi, il y a encore trop de questions sans réponse, de zones d'ombre, pour qu'on puisse dire que c'est un dossier classé. Sinon, je n'en serais pas là.
Bah, est-ce qu'on peut vraiment accéder à la vérité quand les faits, ils ont 30, 40 ans? On peut avoir qu'une vérité peut-être parcellaire, parce que on dit que les affaires ont une chance d'être résolues quand c'est dans les 24, 48 heures. Or là, ça fait 44 ans, quoi. On peut résoudre des affaires qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, c'est pas un souci. Aux États-Unis, ça arrive régulièrement puisqu'ils ferment jamais les dossiers criminels. Qui va rester pour avoir cette vérité? Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Néanmoins, ils ont besoin de cette vérité, ils le disent souvent, parce que c'est aussi un soulagement pour eux, parce qu'ils pensent à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc ça n'est jamais trop tard. Ça a quoi comme impact sur les familles quand on travaille, qu'un cold case soit ouvert ou réouvert? Il y a celui qui va décider à un moment donné de s'autoriser à faire quelque chose que les autres ne s'autorisent pas. Et donc là, forcément, dans les familles, il peut y avoir un soutien total, comme il peut y avoir des personnes qui sont totalement opposées. Il y a tout ce qui s'est construit autour dans une famille va bouger. Moi, j'ai vu des personnes s'alcooliser parce qu'elles supportaient pas l'enquête qui avait lieu. J'ai vu des personnes se séparer. Mais j'en ai vu d'autres aussi se ressouder, des familles se ressouder autour de l'envie de savoir. Mais on aura aussi des répercussions sur la famille des auteurs. Et là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est un vrai cas de conscience par moment, parce que les enfants de l'auteur, parce que les proches de l'auteur vont être bousculés par quelque chose qui ne les concernait pas avant. Bien, ce qu'on constate dans les cold cases parfois, et c'est assez intéressant, c'est que lorsqu'on reprend une affaire, même si elle n'est pas résolue, provoque des rencontres et des histoires qui sont assez étonnantes. Et quand on a les enfants, les petits-enfants qui veulent une réponse, et qu'on va les fouiller dans la vie d'autres personnes, on va peut-être des fois occasionner des souffrances, mais on va parfois rencontrer d'autres personnes qui elles-mêmes portent l'autre secret. D'avoir eu un père qui était en prison, d'avoir eu un père qui dit qu'il était innocent, mais d'avoir quand même une suspicion. On dit souvent que, en fait, des affaires criminelles naissent des belles histoires aussi. Oh, ça se peut, je vais avoir un crush pour le fils du meurtrier, ça va être incroyable, ce sera la saison 2. La rencontre. The Crush. Je n'ai jamais pensé à l'entourage de Jean Mawem de cette manière-là. J'ai essayé de les retrouver, notamment ses 2 enfants. J'ai lancé des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux. J'ai cru une fois que j'avais une touche, mais ça n'a rien donné. Du fond de ma recherche égocentrée de la vérité sur la mort de Maurice, je ne me suis jamais posé la question. Ça va leur faire quoi à eux, cette enquête, s'ils l'entendent? Il est temps de retourner voir Philippe. Jaénada. Pour faire un point sur ce que je sais et sur ce qui me chiffonne. Alors, du coup, j'ai eu accès aux archives de Paris. Ah, aux archives de la préfecture de police, alors oui, vous êtes allé. Alors, ce qui me chiffonne, première chose qui me chiffonne, sur le visage de Maurice, il y avait un morceau de moquette couleur brique avec des poils d'animaux. Sachant que le concierge, c'est le concierge qui a trouvé le corps, et c'est son chien, enfin sa chienne, Mirza, qui est descendu, qui a reniflé sous la cave et qui a donné l'alerte. Moi, je me pose la question, ce morceau de moquette, apparemment, il part pour analyse, mais j'ai aucun retour. Alors, soit il me manque une pièce, mais il n'a pas été évoqué la possibilité que ça soit le concierge qui ait placé ce morceau de moquette. Morceau de moquette. Je sais pas, ce morceau de moquette me pose problème. Ah oui, là, il y a de quoi poser problème. Parce que c'est quoi? C'est posé, il est sur le dos, disons, le corps, et c'est posé comme si on avait voulu cacher son visage, c'est ça? Alors, on veut complètement cacher son visage parce que le morceau de moquette fait à peu près 1 mètre de long. C'est peut-être pas évident, ça dépend qui on est, mais c'est peut-être pas évident de laisser, de pas recouvrir, comme on a toujours ce geste, les médecins, les ambulanciers, etc., qui recouvrent la tête une fois que la personne est morte. Parce que sinon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je sais pas, ce morceau de moquette, est-ce qu'il était déjà dans la cave? Est-ce qu'il a été ramené? On met de côté le morceau de moquette, mais... À mon avis, on peut le mettre de côté, parce qu'en tout cas, on n'imagine pas une seconde un type qui dit « je vais aller le tuer, je prends un morceau de moquette pour le recouvrir après ». Donc c'est forcément que c'était un truc qui était dans la cave. J'imagine pas, je ne vois pas pourquoi, ça n'a aucun sens, aucun intérêt, Non, ça me paraît pas possible que ce soit prémédité, ce truc de moquette. Ok, la clé, donc la cave était fermée à clé. Oui. Sachant que toutes les clés sont gardées
derrière le bureau de Madame Bélanger, la secrétaire de Maurice, Oui, qui était aussi sa maîtresse, oui. et que Maurice a été retrouvé bâillonné avec un chiffon dans la bouche qui ressemblait à un drap de thé d'oreiller, et qu'un sac de drap blanc a été retrouvé dans la voiture de Madame Bélanger. Est-ce qu'on pourrait imaginer... C'est-à-dire Je sais pas que ça soit Madame Bélanger. Bélanger. C'est une femme qui avait une cinquantaine d'années. Je vois pas Madame Bélanger tirer un corps sur 25 mètres, le mettre dans la cave, fermer la cave, jeter la clé à côté, enfin je sais pas. Pourquoi Madame Bélanger aurait tué son patron et amant? Peut-être une crise de je ne sais quoi, ou de jalousie, ou il voulait la quitter, ou la virer. Ou... Bah non, il venait de la mettre sur son testament, et il venait de lui léguer une maison qu'ils avaient achetée... Peut-être pour, encaisser la maison et le testament. Non mais, le seul truc qui pourrait accuser Madame Bélanger, c'est qu'il avait un morceau de chiffon dans la bouche. Ouais. Bon, ça, des chiffons, il y en a partout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Maurice a disparu. Il y a eu une lettre de rançon qui a été déposée en début d'après-midi. Ça, je m'en souviens. Demandant à ce qu'on rassemble de l'argent. Est-ce que ils ont pensé à faire une rançon, mais ils ont tapé un peu fort avec le marteau, et du coup, Maurice est mort, et ils n'ont pas... Ah, ils sont pas très mesurés, ces gens-là. Quand ils nous ont tapé dessus avec un marteau, en se disant, on va pas le tuer. Juste un petit coup pour l'assommer. C'est bizarre. Mais est-ce que la demande de rançon, c'est pas pour brouiller les pistes plutôt? Ça ressemble à ça, quand même, non? Peut-être. Ça sent le pied nickelé, quand même, cette histoire. C'est-à-dire que, soit c'est une rançon, un vrai truc de rançon, et ils le mettent dans sa propre cave, juste en dessous, c'est complètement ridicule. Il aurait fallu l'emmener loin, et puis voilà. Soit c'est quelqu'un qui l'a tué, alors Madame Bélanger, ou son associé, ou je ne sais qui. Et donc, il se dit, je vais maquiller ça en rançon, mais qu'il le met dans la cave. C'est curieux. C'est curieux. Louise, c'est curieux. Mais tout à fait, Philippe, c'est curieux. Alors. Ensuite, il y a un problème au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que Maurice sort à 8h50. Oui. Il sort de l'étude, sans dire où il va. Oui. Le concierge a coutume de déposer le courrier à 9h, via l'ascenseur. Oui. Le concierge dit qu'il n'a vu personne à 9h dans l'ascenseur ou dans le hall d'entrée. Je n'ai croisé personne, ni Maurice Régent, ni Jean Marouin. Et ce qui est très intéressant, c'est que sont arrivés à 9h Madame Bélanger et une autre salariée dit être arrivée à 9h. Donc il y avait plein de gens dans ce hall à 9h, mais personne ne s'est croisé et personne n'a vu Maurice. Et ça me chiffonne. Il y a un truc qui me chiffonne. Voilà. Moi, je trouve pas ça très, très chiffonnant. Ah. S'il part à 8h50, on est à peu près sûr qu'il est parti à 8h50. Il va pas mettre 10 minutes pour arriver dans le hall. C'est-à-dire qu'à 8h52, il est dans le hall, et tous ces gens qui arrivent à 9h, il est plus là. Il est à la cave, sans doute. En fait, ce que je me dis, en fait, c'est que si le meurtre a été prémédité, qu'il a été planifié, ça fait beaucoup de choses qu'on laisse au hasard. C'est-à-dire que, moi, personnellement, je me mets dans la tête du truc. Je risque de tomber sur des salariés qui montent au travail. Je risque de tomber sur... Il y a plein de gens dans ce hall, parce qu'il n'y a pas que l'étude de notaire. Il y a plein de gens qui y vont, qui traversent le hall pour des raisons... Surtout à cette heure-là. Surtout à cette heure-là. Je risque de tomber sur le concierge. Il y a plein de choses qui tiennent au hasard, quoi. C'est vrai que ça ressemble pas à quelque chose de prémédité. S'ils veulent le tuer de manière préméditée... on se débrouille pas faire ça à 9h du matin, mais à la limite on le fait à, je sais pas moi, à 15h ou à 11h quand il y a moins d'activité, ou le soir. Ouais. Il revenait bosser le week-end, Maurice, a priori. Il revenait bosser le dimanche. Oui, non, ça ressemble pas à quelque chose de prémédité. Là, vous avez vu les archives à la préfecture de police. C'est un gros dossier ou pas? Il est comme ça. Quand même, il y a pas mal de choses. Oui. J'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai pris le maximum de notes. Aux archives de la préfecture de police, il y a à peu près la moitié du dossier. C'est aux archives de Paris, c'est-à-dire les archives judiciaires du juge d'instruction, que là, il y a tout. Ce que vous avez vu au SMAC, c'est simplement le travail des policiers. D'accord. Qu'ils ont donné ensuite au juge d'instruction, mais c'est un truc parmi plein d'autres choses. Okay. Le juge, il a interrogé Mawem, il a interrogé votre oncle, il a machin, c'est pas les policiers. Enfin, les policiers, ils ont peut-être interrogé, mais en tout cas... Oui, ils les ont interrogés. Oui. Mais les auditions du juge, et c'est sûr qu'ils sont tous passés devant le juge d'instruction, les policiers ne les ont pas, elles sont dans le dossier. Il faut trouver ce dossier. Okay.
Ça va encore vous prendre un siècle et demi, mais... Non, mais ça me... Ça vous abat, je vois. Non, non, pas du tout, pas du tout. Si, bien sûr que si. À ce moment-là, je suis complètement abattue. Retrouver ce dossier, qui doit faire des milliers de pages, ça veut dire des dizaines de mails, des semaines d'attente. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Pour comprendre enfin ce qui s'est passé le 3 juin 1980, au 20 rue Saint-Fiacre. Pour comprendre qui a tué Maurice. À suivre sur Arte Radio.